Merci d'être là, vraiment. On est super émus, on adore Strasbourg, donc on est arrivé hier. Donc vraiment. Ce qui est important, je pense que ce qui est important, ce qu'on a envie de vous dire, c'est pas un film qu'on a fait pour vos cerveaux, c'est un film qu'on a fait pour vos tripes. Prenez-le comme ça. En gros. Ce que je peux dire aussi, maintenant je peux le dire, quand je rêvais secrètement de venir à ce festival avec un de mes films depuis plus de 10 ans, donc je suis plutôt fier de présenter mon film ici. C'est ça, à l'extérieur, le festival de Strasbourg, ici, c'est assez important parce que pour nous, donc voilà, donc merci. Moi j'ai voulu faire avec ce film, certes sans concession, mais surtout en toute liberté d'expression. Je voulais revenir un peu à mes sentiments de jeunesse quand j'ai découvert les grands films d'horreur comme Hellraiser. Je suis un grand fan de Clive Barker. Et donc voilà, je voulais revenir un peu à ça, mais à ma manière et modestement, évidemment. Donc voilà, donc moi j'ai envie de vous dire bonne chance. Et aussi je m'inquiète aussi pour ces personnes parce que c'est prêt. Hein. Dans la gueule, hein. Donc ça va aller. Donc, ça fait quelques années qu'on a mis leur nom sur les sièges en fait. Ils ont tout le temps. Donc voilà, mes petits chats. Merci beaucoup. C'est pas pour rien, je dis ça. On précise que c'est pas juste une introduction au film. On vous retrouve après la séance. C'est très inhabituel pour une séance de minuit, mais on a eu l'impression que si on vous amène un film comme celui-ci, on voulait vous donner l'occasion d'en discuter avec son réalisateur et sa productrice juste après. Donc, s'il reste un peu d'énergie, si vous êtes stimulé par l'œuvre, on vous retrouve juste après pour en parler. Voilà. Et j'ajoute que c'est une première française ici. Bonsoir. Alors, je suis pas sûr que l'Office du tourisme de Mons vous remercie, mais moi oui. Le début du film a une esthétique très, très particulière. On suit un personnage qu'on voit plus trop par la suite. Et au début, j'étais presque déçu qu'on le revoie pas. Est-ce que dans la genèse du projet, vous aviez une hésitation sur suivre ce premier personnage, ou est-ce que dès le départ, c'était la descendance savoir un petit peu les origines du projet. Merci. Oui, en fait, j'étais assez tenté de suivre le personnage de professeur de Mons, qui était réalisé par l'acteur Olivier Picard. Et c'est une question de budget, en fait. On en revient toujours à ça, malheureusement. Le scénario a été divisé en deux parties. C'est-à-dire que la première partie, c'est je suis le dépeceur de Mons, mais seulement il fallait reconstituer les années 90, et ça, j'avais pas les moyens tout simplement de le faire. Donc je me suis plutôt concentré sur à imaginer que ce gars-là, ce mec mystérieux qu'on n'a jamais retrouvé d'ailleurs, ben voilà, je me suis concentré sur la descendance, tout simplement. Et me dire, tiens, comment on peut engendrer le mal? Comment le mal s'engendre? En tout cas, moi, c'était une question que je me posais à travers l'écriture du scénario, même jusqu'au tournage. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. On peut dire quand même que c'est vraiment un projet de longue haleine. Comme vous me le disiez, le film a été tourné avant le confinement, avant la crise du Covid. Ça a été bien avant. C'est un combat conséquent de mettre sur pied un projet aussi exigeant. Oui, moi je l'ai tourné fin 2017, donc ça va bientôt faire 5 ans. Et donc ça m'a pris 4 ans pour le terminer, la post-production, alors que l'écriture du scénario, la préparation et le tournage en soi, ça a été plutôt rapide. J'ai eu que 3 semaines, 16 jours exactement. Tu gagnes ce que tu perds en budget et toutes ces choses-là, tu gagnes en liberté d'expression, donc il y a un prix à payer, il y a un choix à faire. Et moi, j'ai choisi la liberté d'expression totale et revenir, comme je le disais tout à l'heure, à un cinéma plus viscéral. J'avais vraiment envie de ça, quoi.
de plonger en enfer. Si tu ne vas pas en enfer, ben, tu n'as pas le choix, tu dois aller jusqu'au bout, quoi. Et il faut l'assumer. Donc c'était vraiment voilà, d'aller dans cette direction-là. Une petite question pour Florence. Justement, produire une œuvre comme ça, qui est aussi viscérale, ça suppose aussi, dans le chemin de production, de sortir du cadre. Ben en fait, ici, tu n'as pas le choix parce que pour pouvoir... Comment dire, pour moi, ce qui était super important, c'était de défendre la vision de Karim et de produire le film que lui voulait faire. Et pas le film que d'autres gens extérieurs au projet avaient envie qu'il fasse. Et c'est ça qui a pris de l'énergie. C'est de se battre pour sa vision d'auteur, d'artiste, de réalisateur. Et de ne pas rentrer dans des codes qui ne sont pas les siens. Ou, voilà. C'est là où, pour moi, je suis productrice pour ça. C'est pas moi qui dois lui dire comment il doit faire son travail ou ce qu'il doit faire. Si je suis à ses côtés, c'est parce que j'ai confiance dans sa vision et dans ce qu'il a à dire. Et si je rentre dans son projet, c'est parce que j'ai confiance dans ce projet-là. Les choix, ils sont là. Tout le monde ne fait pas ces choix-là. Mais nous, ensemble, c'est comme ça qu'on travaille, en tout cas. Et je crois que donc, Karim avait produit lui-même ses précédents projets. Il est venu de voir à une étape très précoce du scénario. Mais en fait, on l'a construit ensemble. Ouais. On l'a... En fait, quand il a une idée, il m'en parle d'abord. Ça passe ou pas? Oui. Allez, on y va, quoi. Il me raconte, on fait une soirée comme ça. Il me raconte ce qui se passe. Il me raconte ça comme une histoire. En fait, c'est très amusant parce que Karim, quand il a une histoire en tête, en tout cas, il me la raconte, mais il vous la raconterait pareil, j'imagine. Il la raconte comme une histoire qu'il a vécue. Donc, c'est assez amusant parce qu'il dit alors voilà, là il se passe ça, et donc on est dedans. Il raconte comme un rêve qu'il a fait ou comme un truc qu'il a vécu. C'est comme ça que ça commence en général. Après j'écris et ensuite on me dit non, ça c'est pas possible, ça peut-être. Et après, on verra, quoi. Donc voilà, oui. On travaille à binôme. C'est un vrai soutien pour moi aussi. C'est plutôt rare. Surtout, j'ai le droit de dire pratiquement ce que je veux tant qu'il n'y a pas trop de conneries. Donc voilà. C'est nouveau moi, du coup. Donc je rebondis sur votre réponse. Est-ce qu'on peut du coup espérer une suite préquelle? Et deuxième question par rapport à ce qui vient d'être dit, s'il vous raconte ça comme s'il l'avait vécu, à quel moment on part pas en courant tout d'abord? Et comment on se dit, est-ce que on va en faire quelque chose, on va le mettre à l'écran, on va montrer ça à des gens? Et puis est-ce que vous l'avez vraiment vécu ou c'est juste un espèce de gros cauchemar? Dernière question, faut pas le peine d'y répondre. Oui. C'était pas la première, pardon, ça dépend du public et de la distribution. D'abord de la distribution, si j'arrive à le distribuer en France et en Belgique, alors qu'il sort aux États-Unis en salle et en Allemagne aussi, enfin un peu partout dans le monde, et ici j'ai encore un peu de mal, donc je cherche, il n'y a pas de distributeur, non. Donc ça dépend vraiment du succès. Bon, moi je suis dépendant économiquement, quoi. Donc du film, s'il va faire un résultat, oui, c'est prévu. Ouais, clairement. Et sinon, oui, ça c'est la deuxième question. Et la deuxième question, en fait, alors évidemment, vous sortez de Mégalomaniac, vous imaginez pas, mais quand il raconte, il est très drôle. Donc du coup, je pars pas en courant. Je crois qu'il travaille. Il voit des choses en fait. Il y a des images, il y a des rêves, il y a plein de choses. Ça dépend du film, mais il part souvent d'images. Quand il me raconte les choses, il sait déjà où est la caméra, où sont les comédiens. Il sait déjà ça avant même d'écrire. Il sait déjà ça. Et c'est comme ça qu'il le raconte. Il le raconte comme un tableau, en fait. Parce que ce film, spécifiquement ce film-là, il est inspiré de peinture. Il n'est pas inspiré de références cinématographiques. Il est inspiré de peintres.
en fait. Et ce film-là, quand il me l'a raconté, il m'a raconté des images. Et puis l'intention derrière, comment une victime devient un bourreau, qu'est-ce qu'on fait avec l'héritage du mal quand c'est à l'intérieur d'une famille, comment on fait avec tout ça, et tout un tas de petites choses qui sont dans le film aussi, qui sont plus subtiles, notre rapport, l'aliénation de la société, le rapport au corps, le rapport des femmes à leur corps, le rapport du monde au corps des femmes, notre rapport aux réseaux sociaux, etc. Il y a plein de choses. Donc, c'est pas que un film d'horreur bourrin. En tout cas, c'est pas dans cette direction-là que je voulais le faire. Donc, oui, mais merci. C'est de la peinture parce que moi, je viens plus de la photographie, d'histoire de l'art. Donc, je suis très inspiré par les peintures comme Caravage, Francis Bacon, Fuseli, Cauchemar, les peintres flamands, Van Eyck. Donc, cinéma, ces temps-ci, c'est pas pour dénigrer ou quoi que ce soit, mais j'aimerais bien retrouver un peu. J'ai du mal. Pour l'instant, j'ai du mal à trouver de l'inspiration dans le cinéma actuel. Ça, on ne parle pas trop. Il faut voir la programmation du fest, justement. Ben oui, c'est pour ça que je suis venu. Bonjour, en fait ma première question c'est est-ce que il y aura plusieurs festivals qui vont être mis, on va dire, est-ce que cette œuvre sortira dans plusieurs festivals? Oui, c'est déjà fait. Et je voulais juste savoir, est-ce qu'il y a aussi, c'est une sortie Blu-ray, DVD qui sont prévues ou pas du tout? Alors, pour les festivals, c'est notre... ici, je suis en train de compter dans ma tête, en fait. Je pense que c'est notre 5e. Je crois. Si peut-être j'en oublie un. Je pense que c'est notre 5e. On en a 20 qui attendent, là. Et puis peut-être d'autres. On verra. Donc ça, c'est... Voilà. Et par rapport au Blu-ray, vous, ici en Alsace, vous allez avoir une grosse chance, c'est que notre distributeur allemand va sortir un coffret DVD. Donc en VF, sous-titré allemand. Donc, voilà. Et on a vu ce qu'ils faisaient en coffret et ça va être une tuerie. Voilà. Mais il va falloir attendre un peu quand même. Parce qu'ils veulent sortir en salle en plus. Donc, on n'a pas de calendrier encore parce qu'il est en festival là maintenant. Pour l'instant, le dernier festival dont on sait, c'est en décembre, mais il peut encore tourner 6 mois après, donc on ne sait pas. Et donc je pense qu'il va se greffer là-dessus. Je pense qu'il veut faire une sortie cinéma en Allemagne. Il nous a parlé du 2e trimestre, me semble-t-il, je crois. Et donc du coup, le Blu-ray va attendre après, il ne va pas s'auto-griller. Donc il faut le temps qu'il le fasse. Merci, bravo et merci de faire des films d'horreur. Merci. Vous nous avez offert un film qui mélange un film de serial killer et un revenge. Est-ce que ce mélange de deux genres était prévu à l'avance ou c'est venu au fil de l'écriture? Merci. En fait, quand j'écris un film, particulièrement un film de genre, je ne pense pas spécialement au genre. Donc, pas penser, tiens, je vais faire un film de revenge, il y a un film d'horreur pure et dure et mélangé. Non, c'est tellement vaste, donc je ne pense pas vraiment à ça, je pense plutôt au film en lui-même. Après, je me dis, est-ce que c'est un film de genre? Est-ce que c'est peut-être... Oui, clairement, mais il n'y a pas de ligne directrice. J'essaye d'éviter que le film rentre dans des cases. J'essaye, parce que je n'aime pas quand on me met dans une case, qu'on me colle une étiquette. C'est insupportable. Mais non, enfin voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Non, plus ou moins. Je ne suis pas profond. Bonsoir.
Alors déjà, merci de dépoussiérer, de bousculer un peu, ça fait du bien, ça a parfois tendance à se perdre. Est-ce qu'on peut avoir un mot peut-être sur les projets qui ont précédé celui-là, et est-ce que le suivant sera lui aussi une comédie romantique? Alors, ouais, ce que j'ai fait avant, moi, j'ai fait un triptyque, donc il y a plus de 15 ans. Le premier film s'intitulait Parabola, c'est sur la prostitution. Le deuxième, c'était Le repas du singe, sur la toxicomanie. Et le troisième, Une réalité par seconde, sur les gens de la rue. Donc, 3 comédies bien sympas, quoi, vraiment, quoi. Ensuite, j'ai enchaîné sur des courts-métrages fantastiques. Mais moi, les premiers films, ça m'a permis de travailler la technique, le montage, la direction d'acteur surtout. C'est de comprendre comment un film fonctionne, vu que je produis tous mes films, donc je suis toutes les étapes. Et donc ça a été vraiment un exercice assez intéressant. Ça m'a permis de me préparer quelque part à ce que je suis en train de faire sur la suite. Et la suite est déjà tournée. Et là, j'ai filmé plutôt... là où dans Mégalomaniac, j'ai filmé l'enfer dans les ténèbres, le suivant, j'ai filmé l'enfer en plein soleil, quoi, comme je le dis. C'est vraiment une histoire inspirée du purgatoire de Dante. Donc voilà. Mais qui n'a rien à voir avec Mégalomaniac, mais qui reste un film de genre. Et c'est un thriller fantastique. Donc on est encore ailleurs. Bonsoir, félicitations pour ce film. En fait, je me posais une question par rapport à l'actrice et je me demandais comment vous l'avez rencontrée, comment vous l'avez castée. Je trouve qu'elle est exceptionnelle et je me demandais justement comment ça s'est passé, les premiers échanges que vous avez. Est-ce que peut-être c'est une amie ou est-ce que vous l'avez vraiment castée? Et si vous l'avez castée, je me demandais si vous lui avez fait jouer une scène spécifique du film ou pas, pour voir un petit peu ce qu'elle a dans la tripe. Non, je n'ai pas. Bizarrement, au casting avec les comédiens, je n'aime pas trop de faire des essais parce que comédien, je peux tomber sur un comédien extraordinaire et qui rate son cast et inversement. Donc ça, je me méfie, je ne fais plus trop. Déjà par respect par rapport aux comédiens, parce que je trouve ça c'est dur, quoi. C'est vraiment très dur de se faire juger. Donc c'est plutôt au feeling. Et c'est un ami qui me l'a présenté. Et moi j'ai eu très peur, j'avoue, parce que voilà, c'était mon actrice principale, donc du coup je devais automatiquement lui faire confiance. Et en fait c'est une question de confiance. Je veux dire, quand un acteur est vraiment bon, c'est que le réalisateur a confiance totale à son comédien et inversement aussi. S'il n'y a pas cette confiance-là, tu n'obtiendras rien du tout d'un acteur, qu'il soit connu ou pas, qu'il soit super bon ou pas. Donc c'est vraiment aléatoire, c'est vraiment une question de, je le redis, vraiment d'état d'esprit, de respect mutuel et de confiance, surtout que je demande des choses pas faciles. Par contre, c'est très très clair dans mes scénarios, c'est extrêmement décrit, donc il n'y a pas de côté ambigu, c'est pas peut-être que tu vas te mettre, peut-être que tu vas faire ceci, non, c'est comme ça. À partir de là, si elle n'est pas d'accord, on en discute. Et on travaille. Et ça a été très très simple. Vu qu'on n'avait pas le temps, donc il n'y avait pas le temps des caprices, ni pour les réals, ni pour les comédiens. Je veux dire, moi-même, je ne vais pas me dire, ah ouais, essaye de leur faire comme ça. On ferme ta gueule, on avance, on n'a pas le choix. Je n'ai pas dit ferme ta gueule à la comédienne, bien évidemment, mais à moi-même. Parce qu'on est quand même plusieurs dans ma tête. Donc voilà, oui, c'est là pour le coup une rencontre heureuse, ouais. Et en toute simplicité. Et quelquefois, ça arrive et c'est vrai. Donc des fois, il n'y a pas plus. Une rencontre tout simplement magique, ouais. D'ailleurs, qui a reçu le prix d'interprétation à Fantasia. Et 1000 fois mérité, parce que voilà, quand elle fait un travail assez extraordinaire. Les autres aussi, hein, d'ailleurs. Mais avec moi, il n'y a pas le choix. Donc
Et j'ajoute que c'est la première fois qu'on la voit autant dans un film, que c'est une comédienne de théâtre qui fait beaucoup de théâtre, qui écrit, qui est brillante et qui est lumineuse, qui rit énormément. C'est vraiment quelqu'un qui est dans la joie, en fait. Et on l'a très peu vue au cinéma belge. Je pense qu'on l'a vu 2 fois, mais non, c'est même plus des seconds rôles, c'est presque de la figuration. Et là, elle tue tout, quoi. Donc tout le monde nous dit c'est qui, d'où elle sort. Et ouais, elle est top. Elle s'appelle Eline Schumacher. Ouais, Eline Schumacher, merci d'avoir passé là. Sinon, ça va, c'était pas si violent que ça. Allez. Ouais, tu vois, petit chat. Bonsoir. Bonsoir. Pardon, j'avais laissé. Merci beaucoup pour ce film. Et vous l'avez déjà évoqué par rapport pourquoi vous avez choisi d'étudier la descendance, donc comment devient victime gros et le rapport aux femmes, le rapport du corps aux femmes. Et je me demandais si vous êtes plus concentré sur l'histoire de Martha que sur celle de Félix, parce que justement les femmes sont plus exposées à la violence dans le monde et qu'elles ont plus de difficultés à être violentes. C'est-à-dire que on les jugera plus si elles montrent de la violence. Et je veux savoir si c'était pour ces raisons-là que vous avez décidé de vous concentrer sur l'histoire de Martha plutôt que sur celle de Félix. J'ai demandé à répondre. Oui. Mais peut-être qu'il va compléter. En fait, les 3 premiers longs métrages de Karim, ça a toujours été des personnages féminins, les premiers rôles. Et c'est un réalisateur qui aime filmer des premiers rôles féminins pour des raisons que je ne veux pas. Il a été entouré de femmes toute sa vie. Il les connaît bien. Et moi, quand j'ai vu son premier film, je ne travaillais pas sur son premier film, quand j'ai vu son premier film Parabola, je me suis dit, c'est qui ce mec, comment il sait ça sur les femmes, et qui lui a dit, et pourquoi il a compris. Je me suis dit ça, vraiment. Et je pense que sur Mégalomaniaque, à la base, il y avait envie de faire le frère et la sœur, et que instinctivement Martha a pris toute la place parce que les personnages féminins, il les connaît bien. Mais sur le prochain, c'est un personnage masculin, justement. Voilà. Tu vois, il passe. J'avais envie de changer. On attend de travailler avec les femmes, c'était magnifique. Hein. Là, j'avais envie de changer. Pour le prochain, j'ai très envie de parler d'hommes. Vraiment. Parce que je crois nous aussi, on en a besoin, aussi bizarrement. Hein. C'est pas pour rentrer dans le débat homme-femme, absolument pas. Et justement, d'ailleurs. Mais oui, on a répondu à ta question. Ouais, je me rassure toujours de ça. J'ai tendance à dévier. Oui, mais ça filme de femmes, ouais, clairement. Ça. Les mecs, ils sont pas très bien valorisés. Hein. J'avoue que tu l'as pas remarqué. Donc, voilà. Je voulais savoir s'il y avait eu des hésitations et des difficultés par rapport au fait que ce soit connecté à une histoire réelle et qui en plus relativement récente et non élucidée par rapport à une éventuelle, enfin socialement en Belgique notamment. Non. Non, pas encore. Non, ça va. C'est malheureusement, malgré l'histoire sordide, je ne dis pas ça de manière péjorative, c'est un fait divers. Aussi triste qu'il soit, ça reste un fait divers et je l'ai pris comme un fait divers. Donc, il vaut mieux prendre une certaine distance. Moi, j'ai adapté cette histoire de fait divers comme on adapte un bouquin au cinéma. Et pour qu'il soit le mieux adapté, c'est il faut qu'il soit éloigné. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Et pour essayer de capter l'essentiel, la véracité de cette histoire. Et pas tout ce qu'il y a autour. À partir de là, tu peux partir dans le délire. Mais ça, c'était voulu, hein, de partir dans le délire. C'était vraiment ça. C'est pas spécialement de raconter cette histoire-là spécifique. J'en ai pris comme un fait divers. Comme un... Oui, voilà. Et bizarrement,
bizarrement, les jeunes en Belgique ne connaissent pas cette histoire. Voilà, ils ne connaissent pas le début du monde. Et si ça permet ce que Karim dit souvent, c'est on ne peut pas éternellement mettre la poussière sous le tapis. Mais qu'à un moment, il faut nettoyer le truc, quoi. Donc si ça permet ça aussi, d'affronter, que la Belgique aussi affronte ses noirceurs, quoi. Parce qu'il y en a 2-3 quand même. Ouais.